Générique, Bonjour frère. Dominique de Villepin. Bonjour. Bonjour. Un coup de fil de plus de 2 heures. Donald Trump, Vladimir Poutine pour évoquer la fin de la guerre en Ukraine et dans la foulée. Un cessez-le-feu est possible si des accords pertinents sont conclus. La Russie et l'Ukraine doivent trouver des compromis qui conviennent aux deux parties. Nous sommes sur la bonne voie. Vas-y, ça fait 5 fois qu'il dit qu'on est sur la bonne voie. Ça fait 5 fois qu'il dit qu'on est sur la bonne voie. Poutine, à un moment donné, il est en train de se foutre de notre gueule, frère. Sans transition. Ah, désolé, les gars. On passe de Game of Thrones à Poutine, ça va vite. Hein. Mes streams vont vite. Nous sommes sur la bonne voie. Vous sentez la bonne volonté de Vladimir Poutine ? Non. Nous sommes devant un jeu de rôle, pour ne pas dire une mascarade. Et Donald Trump et Vladimir Poutine ne sont pas décidés à véritablement avancer. Ce qui est important pour Donald Trump, c'est non pas l'Ukraine, c'est la relation bilatérale avec la Russie et les perspectives immenses de développement économique qu'offre le territoire russe. Donc c'était pas un coup de fil utile, comme l'a dit Vladimir Poutine à l'issue de cette discussion ? Je crois que ce sont des propos diplomatiques parfaitement convenus. Vladimir Poutine n'a pas bougé d'un iota sa position. Eh, les gars, parenthèse. Les mecs, parenthèse. Les gars, vous voyez le jeu de un flingue, une balle. Est-ce que je le fais à Clémence Guettet ou pas? Est-ce que je dis à Clémence Guettet, un flingue, une balle, il y a Zemmour à gauche, l'imam de Drancy à droite. PTDR, mais t'es fou, gros, c'est procès. Non, vas-y, je le fais pas. Ok, je le fais pas. Non, au pire, les gars, au pire, je dis à Clémence Guettet, je commence la phrase, je dis à Clémence Guettet, j'ai un flingue, une balle. Et je dis, non, je rigole. Je fais un truc comme ça, les mecs, Non, c'est gênant de fou. Oh là là, vous êtes trop des aigris. Oh, comment ça c'est gênant, wesh, toi aussi. Un peu d'humour, bordel. Tu crois que je suis du Hamel, fils de pute. Mon gars. Oh, le malaise. Oh, cringe. Oh là 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 là. Oh, vous êtes vraiment les mecs chiants des soirées, les mecs, hein. Oh. Et il en revient toujours à la même demande, c'est les causes profondes du conflit. On connaît les causes profondes du conflit pour Vladimir Poutine et on connaît aussi les objectifs. La neutralisation de l'Ukraine. Dis-lui, Zemmour et l'imam de Drancy sont en train de se noyer, tu sauves qui? Ça, je pourrais poser la question. Au lieu d'un flingue, parce que un flingue, c'est brutal quand même. Et la récupération des 4 enclaves où ils ont aujourd'hui déjà pas mal progressé. Aucun motif d'espoir ce matin, ce n'est que du théâtre. Oui, Ah, c'est du ce n'est théâtre. que du théâtre et les malheureusement, patrons il faut se rendre à l'évidence. Qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est l'espoir du côté des Européens et des Ukrainiens que Donald Trump, à un moment donné, va ouvrir les yeux pour sanctionner la Russie. Et donc, tout le monde joue un rôle parfaitement hypocrite dans l'espoir qu'à un moment donné, Donald Trump ouvrira les yeux. Sauf que Donald Trump, son ambition, ce n'est pas de régler la question ukrainienne. C'est peut-être même d'ailleurs de la refiler à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est intéressant dans l'annonce faite concernant le Vatican. Ça, c'est pas du théâtre. Non, c'est pas du théâtre parce que si à un moment donné, et J.D. Vance, le vice-président américain, l'a dit très clairement, si à un moment donné tout ça est complètement bloqué, c'est-à-dire qu'on arrive à l'évidence qu'on ne progressera pas, eh bien, je pense que les États-Unis seront très contents de pouvoir refiler le bâton merdeux au Vatican ou à un autre négociateur. Le bâton merdeux, carrément, putain. Quoi il peut servir, le Vatican? Mais ça sert à rien, en fait. Hein. Trump, il va jamais résoudre ce conflit. Hein. Le mec, il essaie de tout faire pour pousser à avoir son prix Nobel de la paix, mais c'est trop figé, les mecs. Ça fait quoi? Ça fait depuis le mois de janvier qu'il est président des États-Unis. Il a dit, en plus, c'était ses mots, les mecs. Hein. Il a dit qu'il compte arrêter la guerre en 48 heures ou 24 heures, quelque chose comme ça. Bon, on attend toujours, les mecs. Hein. On attend. Dans une situation comme celle-ci? Alors le Vatican, compte tenu de ses relations avec l'Église orthodoxe, peut nouer des liens, mais il est évident qu'il ne peut pas rapidement imaginer un cessez-le-feu, puisque... Quels sont ces leviers? On a tous en tête le mot de Staline au pape. Le Vatican, combien de divisions? Oui, mais il y a, au-delà des divisions, il y a une influence morale, il y a une influence politique qui se joue à travers d'autres États, mais il y a fort peu à parier que cela puisse
rapidement faire avancer les choses. Le Vatican s'est dit, ah ouais, d'accord, ok. Le Vatican s'est dit disposé à accueillir les pourparlers entre Kiev et Moscou selon la chef du gouvernement italien. Le Vatican. Moi, je vous aime bien. Hein. Je vous aime bien. Vous mêlez la religion à la guerre et tout. Vous voulez essayer de prendre Poutine par les sentiments et les centimètres. Je sais pas hein, si ça va marcher. Jure, hein. un nouveau sub. On va croiser les doigts, quoi. Donc nous sommes dans une situation bloquée. Et la question, puisque les deux parties, l'Ukraine et la Russie, ne veulent rien céder Merci Médou pour le sub. Merci. sur le terrain, rien. C'est est-ce qu'à un moment donné, il vaut la peine de débloquer le jeu? C'est-à-dire, Par exemple, on laisse la guerre. Continuez. l'Ukraine pourrait avancer une proposition de négociation. L'Ukraine ne peut pas renoncer à l'intégrité de son territoire. On l'a encore entendu cette nuit, hein, Zelensky. Oui, mais il ne peut pas, Il n'en est pour pas des, question. pour des raisons de droit international. Et ce serait une catastrophe, pas seulement pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour tous les pays du monde, pour les Africains, pour les Sud-Américains. T'es cité par... Attends, quoi? T'es cité par Psyodélict, c'est fini Dofla. Oh non, il m'a bloqué Twitter lui, hein, vraiment. On ne peut pas jouer avec les Mais ça frontières. va, il a mis Deuxièmement, l'Ukraine ne peut pas renoncer à la souveraineté sur son territoire et donc à son statut et à sa capacité librement de nouer des alliances. Par contre, l'Ukraine pourrait considérer que pendant une période de 2 ans, 3 ans, voire plus, eh bien, l'Ukraine respectera un statut de neutralité. Par ailleurs, l'Ukraine... C'est quoi la neutralité, pardon, juste 2 secondes, c'est pas d'adhésion à C'est-à-dire pas l'OTAN d'adhésion à l'OTAN avant 2, 3 ans, voire une durée plus longue. Par ailleurs, l'Ukraine pourrait accepter le gel des positions sur le terrain et une tutelle des Nations Unies sur les territoires qui sont actuellement occupés. Et donc, marquer clairement sa volonté de finir avec la guerre. Mais pardon, mais c'est parce que demande Vladimir Poutine. Lui, il dit les territoires que j'ai annexés, les 20% je sais territoires parfaitement ukrainiens, que Vladimir Poutine, je veux les garder. non seulement ne veut céder sur rien, Jamais mais il céder, veut bah ouais. tout, et y compris un changement de régime à Kiev. Oui. Ce qui se joue peut-être dans l'agacement que Donald Trump pourrait avoir, non pas vis-à-vis de la Russie, mais ce serait l'empêcheur de tourner en rond Zelensky qui serait écarté. L'ex-ministre de la Santé et député Aurélien Rousseau reconnaît une erreur d'appréciation sur les scandales des eaux Nestlé. Une erreur d'appréciation. Bon. Ça va être un petit pétard mouillé ce scandale des eaux Nestlé. Hein. Ça va peut-être que maintenant, alors que ça fait au moins 3-4 ans, on est au courant. Hein. Écarté, et alors là, tout deviendrait possible pour la Russie. C'est ça, il ne peut pas y avoir de paix avec Zelensky au pouvoir. C'est la conviction De Poutine. des Russes, mais ce sera peut-être un jour aussi la conviction des Américains. Donc ce que je dis, c'est que si il s'agit de montrer de la bonne volonté de la part des Ukrainiens, ils pourraient pousser plus loin la proposition d'ouverture de négociations. Et à partir de là, il deviendrait évident pour le monde entier que ceux qui bloquent, ce sont les Russes. Ça ne l'est pas déjà. Alors, ça l'est pour nous. Mais Je me demande pourquoi il quitte pas le pouvoir. Genre, pourquoi il montre pas qu'il a envie de mettre fin à la guerre, monsieur Zelensky, en disant vas-y, je quitte le pouvoir, j'ai envie de faire une transition politique pacifique, avec des élections, je ne sais pas, genre juste après la guerre et tout. Genre, qu'est-ce qui l'empêche de. Qu'est-ce qui l'empêche? Peut-être que c'est lui vraiment le problème, les gars. C'est peut-être lui qui bloque tout. Peut-être qu'à un moment donné, Trump, il va lui dire, il va essayer de lui pousser vers la sortie. Il va essayer. L'Europe aussi pourrait lui pousser vers la sortie. Je sais pas. MDR, pourquoi il devrait faire ça? Bah, il devrait faire ça juste pour débloquer la situation, peut-être. La soupe est bonne, Dofla. Non, mais les mecs, restons sérieux. On va faire des blagues. Ok, c'est bien mignon les blagues, etc. Mais restons sérieux. 5 minutes. Imaginons un jour que l'Union européenne et même l'Occident de manière générale avec les États-Unis commencent à vouloir faire en sorte que Zelensky soit poussé vers la sortie. Ça va peut-être débloquer quelque chose, non? Zelensky, il aime trop l'argent qu'il reçoit, pourquoi partir? Ah, les gars. Pour quelle raison le problème c'est Poutine, pas Zelensky? Les gars, on a essayé toutes les solutions possibles, hein. À un moment donné, on a essayé toutes les solutions possibles. Tu vois bien que la situation, elle est bloquée. À un moment donné, si les Russes ne veulent pas capituler, ils ont leurs conditions, ils ont posé leurs conditions et ils ne veulent pas reculer. À un moment donné, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, non? Je sais pas, le chat. Je sais pas. Est-ce que c'est pas aussi une bonne idée de mettre de l'eau dans son vin en mode, ok,
il y a les compromis, finalement, je vais peut-être quitter le pouvoir, je vais faire une transition pacifique, démocratique, sous l'égide de l'ONU, avec un regard américain, européen, je ne sais pas, genre, je sais pas, les mecs. Ça veut dire que la guerre s'arrêtera, mais c'est pas l'avantage de l'Union européenne, car ça permet de détourner l'argent, ça permet des contrats, le capitalisme et des grands groupes pour l'armement, etc., etc. Tu vois les choses comme ça. Mais Poutine, il veut mettre une marionnette à la place. Oui, un peu comme la Biélorussie, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Poutine est un problème et Zelensky n'est pas la solution. Moi, je le vois comme ça aussi. Exactement, c'est la phrase parfaite. Vraiment, c'est la phrase parfaite. Je ne vois pas à quel moment Zelensky est aussi la solution. À un moment donné, ce n'est pas la solution. Et Poutine reste le problème. Évidemment. Et vous avez vu le 9 mai sur la place Rouge, oui. La plus grande partie du monde n'en est pas du tout convaincue. Et par ailleurs, l'Amérique elle-même, ça ne l'arrange pas du tout de regarder les choses comme ça. L'Amérique, Donald Trump veut renouer avec la Russie. Il y a peut-être des arrière-pensées stratégiques, mais il y a surtout des intérêts économiques et les perspectives ouvertes par une coopération entre les États-Unis et la Russie sur le développement de la Russie sont gigantesques. On a vu dans le voyage de Donald Trump au Moyen-Orient à quel point la partie économique était l'essentiel aujourd'hui pour l'administration de Donald Trump. Pour qu'il y ait un bouger du côté des Ukrainiens, ce sont aux Européens de s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Je pense depuis le début que la faiblesse des Européens dans la négociation, c'est de ne pas être arrivé avec les Ukrainiens à une vraie feuille de route, à une vraie proposition de paix qui soit susceptible de marquer et la volonté des Ukrainiens de régler ce conflit, à tout le moins d'avoir un cessez-le-feu. Et je pense que plutôt que de s'enfermer dans la logique de garantie de sécurité qui seront importantes le moment venu, ce qui compte aujourd'hui, c'est la proposition de paix et avoir quelque chose sur la table. Aujourd'hui, malheureusement, en l'absence de propositions de part et d'autre, il n'y a rien sur la table et il y a fort à parier de ce fait que les choses évoluent comme cela, une fois de plus, sauf si Donald Trump se réveille et regarde la réalité en face. J'ai une question justement sur Donald Trump, parce que vous disiez il y a quelques semaines qu'un des risques pour la France, venant de la Russie, c'était la fascination de certaines forces politiques pour Vladimir Poutine. Elles sont, disiez-vous, envoûtées. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui de Donald Trump ? Est-ce qu'il est envoûté par Vladimir Poutine ? Vladimir Poutine joue sur le fait que Donald Trump non seulement aime les hommes forts, mais il aime les solutions, il aime les deals. Et donc, il est tenté par faire un deal. Il y a un deal qui est quasiment prêt sur la table. C'est un grand deal économique de développement partagé entre les États-Unis et la Russie. Le territoire immense, le plus grand territoire du monde, qu'est le territoire russe, offre des possibilités à l'économie américaine gigantesques. Et que ça se fasse sur le dos de l'Ukraine, ça ne lui pose aucun problème ? Mais une fois de plus, l'Ukraine est un embarras pour Donald Trump. Oui, il dit que c'est pas sa guerre. C'est pas sa guerre, c'est un embarras. Et on le voit au Moyen-Orient, de la même façon, Gaza est un embarras pour Donald Trump. Justement, allons-y à Gaza, Dominique de Villepin. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ses actions scandaleuses. Le communiqué conjoint hier soir d'Emmanuel Macron, de l'Anglais Keir Starmer et du Canadien Mark Carney. Comment doivent-ils donc décroiser les bras ? Salut à vous. La lecture de ce communiqué est terrifiante. Terrifiante d'impuissance, terrifiante d'attente. Que faut-il pour que les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux passent aux travaux pratiques ? Parce que crime de guerre, crime contre l'humanité, risque d'un crime de génocide, tout cela est établi selon vous ? D'ailleurs, maintenant, les gars, il a un nouveau Ops. Hein. Il a un nouveau Ops, Dominique de Villepin, du nom de Julien Audoul. Il a fait un tweet ce matin, il a cité son passage et il a tweeté islamo-gaulliste. Islamo-gaulliste, les mecs. Vous vous rendez compte de ce qu'on entend maintenant ? Nos députés, hein. C'est une dinguerie quand même. Risque de crime de génocide, c'est crime la contre formule, crime de guerre, crime contre l'humanité. C'est la formule de la Cour internationale de justice. Et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, on ne peut pas attendre que les historiens tranchent dans 20 ans. Sur le génocide. Et sur le reste, on ne peut pas attendre. Il faut arrêter
ce qui aujourd'hui est l'étape nouvelle dans laquelle nous sommes engagés. Mais les travaux pratiques dont vous parlez, c'est quoi ? Il faut être précis. Nous sommes devant un plan israélien. C'est pas la guerre au jour le jour. On n'est pas dans l'improvisation. On est devant un plan, une nouvelle étape que chacun peut voir. Qu'est-ce que c'est que ce plan ? La réoccupation de Gaza, les 2/3 du territoire occupé aujourd'hui par l'armée israélienne, et sur le reste, sur des portions exiguës du territoire, concentrer toutes les populations palestiniennes. Monopole de la distribution alimentaire, qui nous l'espérons va reprendre, monopole de la distribution alimentaire donné et à l'armée israélienne et à une organisation, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est dans les limbes depuis l'automne 2024, sous tutelle des services américains et des services israéliens. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose ? Avec quel but ? Avec le but de pouvoir distribuer l'aide de façon personnalisée, de façon à identifier chaque Palestinien, et à partir de là, engager la deuxième étape qui va permettre l'annexion de Gaza, que sera la déportation. L'objectif politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est la déportation de la population de Gaza. Cet objectif, il n'est pas explicite dans la bouche de Benjamin ethnique, d'un nettoyage territorial. Ça, les Européens le savent parfaitement. Et ils sont là. Mais il est con, quoi, le journaliste. Il a dit que ces propos-là ne sont pas dans la bouche de Netanyahou. Mais Netanyahou, il va pas le dire de vive voix. Je veux une déportation, je veux annexer le territoire. Il est super bête, le journaliste. Mais putain, mais c'est grave, hein, le niveau. Avec des sabres de bois, alors qu'il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël. L'essentiel du commerce d'Israël se fait avec l'Europe. Suspension. Deuxièmement, immédiatement, embargo sur les armes de tous les pays européens. Troisièmement, déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes devant la Cour pénale internationale. N'empêche, les gars, moi je souscris aux propos de Dominique de Villepin, mais n'empêche, les mecs, les Russes, moi je suis pas pro-russe, les mecs, hein. Je vous explique juste que on a sanctionné la Russie avec une vitesse hallucinante, mais quand c'est Israël, c'est tellement lent, oh là 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 là, c'est grave, hein. Si vous voulez arrêter ce qui est en cours aujourd'hui, bah oui. Il faut marquer vis-à-vis d'Israël qu'il y aura un avant et un après, et que l'isolement d'Israël aujourd'hui, y compris d'ailleurs en partie vis-à-vis des Américains, sera doublé d'un isolement économique et d'un isolement stratégique du pays. Nous ne pouvons pas laisser cette politique du fait accompli se produire. Pourquoi ? Bien sûr, pour des raisons morales, pour des raisons de justice internationale, pour le respect du droit international, mais aussi parce que le prix à payer, Parce que Israël est protégé par les États-Unis. Après, les amis, hein, les Américains, ils mettent un coup de pression pour que l'Europe soit beaucoup plus indépendante. Moi, je veux bien. Mais est-ce que vous pensez que les États-Unis vont bloquer la possibilité de suspendre l'accord entre l'Europe et Israël? Non. Je pense que l'Europe va décider de son destin seule. Ils vont décider solo de suspendre l'accord et ils n'auront pas besoin de l'accord des Américains pour le faire. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Donc là, t'as un flingue, une balle. Le lobby ou le logobi? Vas-y, toi. Nous connaissons, et je le répète, depuis le 7 octobre, je rappelle toujours, il y a eu une tragédie dont a souffert le peuple israélien le 7 octobre, face à des actes terroristes innommables. Mais nous sommes aujourd'hui dans l'engrenage de la violence qui va conduire à quoi? Et il faut le dire, à davantage de violence dont sera victime Israël, et à un regain de terrorisme dans la région, et sans doute ailleurs, et peut-être même chez nous. On a entendu... Tout ce prix-là, c'est nous qui allons le payer. Et donc, contrairement à ce que dit Benjamin Netanyahou, Israël n'est pas aujourd'hui la pointe avancée de l'Occident qui se bat pour nous. Il se bat contre nous. Et la politique qu'il fait va nous menacer, y compris dans nos propres pays. On a beaucoup de questions à vous poser sur... C'est vrai que l'argument de dire que c'est un argument qui est récupéré par l'extrême droite aussi française. L'argument de dire que Israël se bat pour nous, Netanyahou a repris aussi cette formule. C'est basé sur quoi en fait? Je comprends pas.
Il s'est bat pour nous, comment ça? Genre, il y a un barrage d'islamistes et il est en mode, on va tous les buter, ça va les empêcher d'aller en Europe, genre. Il est bizarre, genre, il se bat sur quoi pour dire ça? Genre, c'est grave. Ils sont pas en train de flinguer l'accord d'association, là, non? Bah là, tout l'enjeu, c'est de suspendre cet accord, justement, mon gars. Il avait parlé de civilisation. Oui, c'est vrai qu'il avait parlé de qu'on a une menace existentielle et que Israël fait barrage. Oh. Wesh. Toujours plus, hein, vraiment, toujours plus. Dans leur tête, c'est vraiment les blancs contre les musulmans. À un moment donné, les mecs, moi je le vois, je suis pas bête, hein. On le voit que c'est les noirs contre... Enfin, on le voit que c'est les arabes contre les blancs. Mais nous, les noirs, on va devoir choisir notre camp, les noirs. Eh oui, on va devoir décider pour notre destin, nous, les noirs. On est team quoi, nous, les noirs? On est du côté des blancs ou du côté des arabes? Tu sais, le mec qui crée la fitna, je m'en bats les couilles, hein, je m'en bats les couilles. Hier, on m'a traité de black koufar. On m'a traité de... Un arabe m'a traité de black koufar parce que j'écoute du ouais Renoir. Est-ce que ça donne envie de faire un tag team? Est-ce que ça me donne envie de faire un tag team avec les musulmans? Non. Si le mec il dit pardon, peut-être que je vais revoir ma position. Dis pardon. Si le rebeu il dit pardon, y a pas de problème. Eh, on est team que dalle les mecs. On est team que dalle mon gars. On est team que dalle mec. En parlant de tag team, regarde DM Twitter, qu'est-ce qui se passe? Alors attends, je vais mettre play. Sur ce que vous venez de dire, on va laisser passer le fil info Dominique de Villepin. Vous avez prononcé des mots très forts et on a des questions à vous poser. Ce sera après le rappel de titre. Il est 8h46, Maureen Sfignard. Gaza est devenu un mouroir, pour ne pas dire un cimetière, dénonce ce matin Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Hier, le Premier ministre israélien a affirmé sa volonté de s'emparer de la totalité de la bande de Gaza et a renforcé son offensive. Encore 44 morts ces dernières heures, selon la défense civile qui dépend du Hamas. Gaza est devenu un mouroir. Eh les gars, franchement, j'aurais aucune pitié envers tous les ministres et députés qui commencent à retourner leur veste, les mecs. Faudrait pas être aveugle, les amis. Faudra pas être sourd. Parce que les gars comme les Barreaux là qui avaient un soutien envers Israël, c'est mort les mecs, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. La ligne TGV entre Paris et Toulouse est coupée, peut-être pendant plusieurs jours. Les fortes précipitations dans le sud-ouest hier ont inondé les voies et les ont fragilisées. 500 passagers sont restés bloqués hier soir dans un TGV Paris-Toulouse au niveau de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. On s'en bat les couilles de ça frère. Les ministres ont parlé de la situation à Gaza, la volonté de Benyamin Netanyahou de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. L'argument des Israéliens, c'est de dire il faut éradiquer le Hamas. Il faut éradiquer le Hamas, on reprend le contrôle. En face, le Hamas doit prendre conscience aussi qu'il est une menace pour les Palestiniens. L'autorité palestinienne elle-même demande le retrait du Hamas là-bas. C'est quoi bien sûr. Arrêtez de m'envoyer des vidéos, les mecs, là. La question du Hamas est extraordinairement claire. C'est une organisation terroriste, elle doit donc être combattue. Mais cela fait 19 mois qu'Israël a rétabli la dissuasion vis-à-vis du Hamas, comme vis-à-vis du Hezbollah, comme vis-à-vis des organisations en Syrie ou en Iran. Le travail a été fait. Aujourd'hui, l'éradication, ce n'est plus le Hamas. Les mecs, petite parenthèse, mais les viewers qui sont de vrais soldats qui me défendent sous le tweet de Twitch gauchiste, là. Merci à vous, les gars, vous êtes vraiment des bons. Non, parce qu'il y a trop de fils de pute, Allez, les mecs d'extrême droite, on vous baise. Merci, mes gars. Je vois vos tweets, je les vois vos réponses, là. Merci. L'éradication, c'est la population civile palestinienne. C'est une épuration et ethnique. c'est ça. Mais oui, c'est un nettoyage territorial. S'il devait aller jusqu'au bout d'une déportation qui est même évoquée par les autorités américaines, c'est pour vous dire à quel point il y a en quelque sorte une banalisation de cette idée que l'on pourrait déplacer la population palestinienne. Et je ne parle même pas des projets fantaisistes de Donald Trump sur la Riviera de Gaza. Donc nous sommes devant une... De voilà en ça, t'as peur. Peur de quoi? Peur d'un tweet? Ou tu parles de quoi, la peur pour la Palestine? Tu parles de quoi exactement? Une communauté internationale qui ne réagit pas à la mesure de ce qu'elle devrait. Vous savez, nous avons connu dans notre histoire des choses inacceptables.
Et malheureusement, nous ne nous sommes pas toujours dressés face à cet inacceptable. Là, ça se fait devant nous. Et pour la première fois, devant les télévisions du monde entier, en direct. Les peuples du J'avoue que les gars, bon, les termes seront lâchés, hein. Mais la guerre à Gaza, c'est la guerre la plus streamée de toutes les guerres. On a connu quand même l'Ukraine, il y a pas mal d'images qui circulent sur Telegram, etc. Mais les gars, ça tourne dans toutes les têtes, hein. On n'a jamais vu autant de vidéos, autant d'images, autant de photographies sur ce qui se passe à Gaza. C'est fou quand même. Et on ne fait rien. Genre on ne fait rien, on ne bouge pas. Genre 2 ans après, ils décident de... Ils n'ont pas encore suspendu l'accord d'association entre Israël et l'Union Européenne, hein. Pour l'instant, ils vont en discuter. Bon. du monde ne peuvent pas Autant l'accepter. d'inaction. Bah Et ouais, les gouvernements tergiversent, ils sont là, une fesse sur l'autre, sur leur chaise. Ils signent des communiqués, mais qui sont insupportables. Mais il y a une déclaration du évolution. président de la République, Il y a une évolution. dans son discours de 3 heures, qui... Il a dit c'est une honte ce que fait Benjamin Oui, mais Netanyahou, moi, c'est j'attends une pas du honte. président. Moi, je peux dire c'est une honte. Et tous les Français peuvent dire c'est une honte. Mais par exemple, il le ne peut président pas de la République, décider il doit mettre d'arrêter- fin à cette honte. Il ne peut pas décider, vous parliez tout à l'heure, du déferment des responsables du gouvernement israélien. Il y a Devant en la effet- Cour pénale devant la Cour internationale. pénale internationale. On rappelle qu'il y a un mandat d'arrêt. Ça veut dire quoi concrètement? Quel est le levier d'Emmanuel Macron sur ce sujet précis? Mais il propose une... Bon, on fait suffisamment de réunions à Paris. Il demande une réunion d'urgence au Conseil européen et il soumet à la question l'ensemble des Européens. Suspension, embargo, décision collective d'écrire à la... On n'est pas débile, évidemment que Macron ne peut pas avoir la main sur tout, mais au moins qu'il montre des actes, qu'il montre des gestes, qu'il montre qu'il veut faire bouger les choses dans la bande de Gaza. Ce serait déjà un minimum quand même, hein. C'est pas... Macron, c'est pas le protecteur non plus, quoi. Cour pénale internationale pour mettre en avant tous les éléments dont actions, on c'est ce qu'on dispose. demande, Et mais vous oui. savez, pour que Jean-Noël Barrot, qui n'est pas un excité, Le ministre des Affaires oui, étrangères. qui n'est pas un excité, parle de mouroirs C'est et ce de qu'il fait ce cimetières matin. à Gaza, qui est le risque que je dénonce depuis le lendemain du 7 octobre. Et je tiens à saluer quand même en France le fait qu'un certain nombre de personnalités qui souvent ont été considérées comme inconditionnelles d'Israël ou comme des soutiens extrêmement forts d'Israël, étaient mis des réticences au cours des dernières semaines, étaient mis des Il réserves. se passe quelque chose de ce point de vue-là. Mais bien Dans sûr qu'il se l'opinion passe quelque publique en chose. France, mais aussi mondiale. Il faut s'en réjouir. Et moi, je ne souhaite embarrasser personne par mes déclarations. Mais je souhaite dire que sur une base humanitaire, nous pouvons nous retrouver. Sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui se produit est inacceptable. Et qu'Israël, et je veux distinguer en Israël, le gouvernement de Netanyahou et la population israélienne, qui de ce point de vue-là n'est certainement pas unanime. Donc ne faisons pas d'amalgame, n'essentialisons pas notre propos vis-à-vis d'Israël, pas plus que de la communauté juive. Dominique Soyons Attention quand même, hein, attention. Oui, moi je veux séparer les religions, etc. Attention, parce que moi je ne connais pas l'histoire d'Israël sur le bout des doigts, mais il y a peut-être aussi un monde où la majorité des Israéliens sont d'accord avec Netanyahou. Moi je veux... Pas d'amalgame évidemment le chat, mais attention, attention, attention. Moi je ne connais pas les sondages, je me méfie des sondages, mais je ne connais pas le ressenti des Israéliens. Est-ce qu'ils sont pour ou est-ce qu'ils sont contre? Moi je fais gaffe à ça. Moi je fais un peu attention. Non mais les gars, je suis d'accord qu'il y a des manifestations. Je suis d'accord avec vous les gars, il y en a des manifestations. Mais comme en France par exemple. Comme en France, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Dans le monde entier, t'as des manifestations. Même dans le pays même où il y a cette guerre, enfin la région en tout cas, il y a des manifestations, mais il y a rien. Et des images. Les mecs, je suis désolé. Les gars, je suis désolé. Hein. J'aime pas faire des amalgames. Je déteste ça. J'ai pas envie d'essentialiser. Mais dans mon esprit, je me dis quand même que des images qu'on voit de la Cisjordanie, des territoires qu'on vole en Cisjordanie, de ce qui se passe dans le territoire de Gaza, des images qui nous parviennent en Europe, je me dis qu'il y a un monde où les Israéliens, il y a une majorité qui sont pour cette dinguerie, genre. Je sais pas. Moi, je vous le dis, les gars. Moi, je vous le dis, c'est mon avis. C'est mon avis. Je suis pas là pour essentialiser. Il n'y a pas de religion, les mecs. Là, je parle vraiment de population. Uniquement de population. Il y a un monde où les Israéliens, ils sont d'accord avec tout ce bordel. Voilà, c'est tout. C'est tout, les mecs. Voilà. On n'est peut-être pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai vu assez de reportages de colonisation, tu sais, les petites colonies qui sont construites en montagne, etc. J'en ai vu assez pour me dire, il y a beaucoup d'Israéliens quand même, c'est des sacrés... Voilà. Voilà.
Il y a 100 000 réservistes israéliens qui ont refusé d'aller servir. Les mecs, j'entends bien, j'entends ce que vous me dites les gars. Je sais que vous allez me dire que Doflat est dans le faux, il y a beaucoup de personnes qui sont contre, etc. Mathématiquement, vous avez raison. Vous avez raison les mecs. Vous avez raison. Mais dans mon prisme strictement personnel, je pense sincèrement qu'il y a des Israéliens, c'est des gros enculés gros sur ça. C'est des gros enculés sur ça. Ils sont d'accord avec tout. D'accord avec la colonisation. D'accord avec, sans doute, annexer Gaza. Peut-être d'accord avec la libération des otages, quitte à massacrer un maximum de civils. Excusez-moi les gars, genre, moi, désolé, hein. Désolé, moi, je le vois comme ça dans mon prisme d'Européen. Frère, dans tous les cas, c'est un pays en guerre depuis super longtemps. Les Israéliens, eux, subissent les pressions de leur impérialisme. Ils sont aussi victimes de ça. Après, il y en a beaucoup qui sont, eux aussi, pour, mais réfléchis à pourquoi et comment ils sont pour. Bah, à toi de me répondre, en fait. Pourquoi ils seraient pour de coloniser la Cisjordanie? C'est une dinguerie, genre. La plupart des pays reconnaissent l'État de Palestine. Ils veulent une solution à 2 États et tu me dis, à ton avis, pourquoi les Israéliens ils sont pour la colonisation? Mais qui accepterait ça au XXIe siècle, quand même? Quel Israélien pourrait accepter ça? Endoctrinement. Oh les gars, moi je veux bien l'endoctrinement, les manuels scolaires israéliens, qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, etc. Mais à un moment donné, mon gars, quand t'es adulte, tu fais preuve de discernement. Je suis désolé les gars, je suis désolé. Je suis désolé les gars, je suis désolé. Il y a une minorité qui sont contre Netanyahou. Moi, je pense que c'est une minorité aussi, les mecs. Hein. J'ai envie de me tromper, les gars, mais je pense que c'est une minorité. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, hein. Moi, je le vois comme ça. Hein. Vous allez peut-être m'en vouloir, le chat, mais... C'est de mon prisme. Hein. C'est à mon prisme personnel. Je le vois comme ça, moi. Putain, je me suis fait mal à la main, wesh, à cause de ça. Prudent et attentif, mais sur le plan diplomatique, d'État à État, nous ne pouvons pas accepter la politique qui est mise en œuvre, le plan qui est mis en œuvre. Et vous voyez, quelle crédibilité avons-nous vis-à-vis de Donald Trump? Donc là, quand tu baignes dans une culture de haine face aux Palestiniens, il n'y a plus de discernement. Bah là, c'est l'être humain, les gars, je trouve ça... Mais c'est pour ça que dans une pyramide des responsabilités, je dirais toujours que le gouvernement est responsable de ça. Parce que dans le gouvernement, tu as le ministre de l'Éducation. L'éducation, c'est ce qui forge l'esprit de l'enfant. C'est ce qui va façonner aussi son esprit critique. Et évidemment, si depuis ton jeune âge, si on te dit que le Palestinien, c'est le fils de pute, c'est lui qui a volé tes terres, c'est lui le grand méchant, oui, évidemment, les mecs, que le gouvernement est responsable de ça. Évidemment. Soyons pas stupides, les gars. Évidemment, vous avez raison. Il y a la presse aussi. La presse joue aussi un rôle. Exactement, Frig. La presse aussi. Je suis d'accord avec vous, les mecs. Je suis d'accord. J'ai croisé un Israélien en Grèce, je lui ai offert le bénéfice du doute. Il a fini par faire des blagues sur les génocides, ce fils de fils. Ah ouais, mais c'est une dinguerie, wesh. Voilà, c'est... Voilà, tu vois. Voilà. Alors que nous avons réussi à rentrer par la porte de derrière dans les négociations, et j'en suis heureux, sur l'Ukraine. Merci Titine pour le quelle sub. crédibilité peut-on avoir sur le dossier ukrainien quand nous sommes que capable de signer des communiqués? Enfin, excusez-moi. Mais Emmanuel Macron lui-même un président de la République, je peux vous dire que Jacques Chirac, aujourd'hui, ne se contenterait pas de signer un communiqué avec le Canada et avec le Royaume-Uni. Une dernière question sur la position américaine quand même. Est-ce que vous ne voyez pas, pareil, bouger du côté de Donald Trump qui était en tournée au Proche-Orient et qui a vu des chefs d'État lui dire il va falloir bouger aussi là encore sur la cause palestinienne? On dit en coulisses que l'aide humanitaire est rétablie lentement du côté de Gaza parce que Donald Trump ferait pression sur Benjamin Netanyahou. Vous y croyez, ça? Mais Donald Trump, face à la difficulté tragique de Gaza, qu'est-ce qu'il fait? Il a abordé le Moyen-Orient autrement, c'est-à-dire par sa dimension économique. Il a signé des contrats avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, avec le Qatar. Il a donc doublé en quelque sorte Israël. Et manifestement, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, pour Donald Trump, est un embarras.
Et donc il a envie de le court-circuiter. Mais dans les fondamentaux de la politique américaine, il est peu vraisemblable, même si rien n'est exclu totalement, que les États-Unis puissent abandonner Israël, voire même condamner la politique menée par Israël. Cette politique, elle doit nous conduire à faire de la politique. Et je le dis, nous devons faire de la politique. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, face à ce qui se passe là-bas, de faire de la politique ? C'est, pour le président français, de prendre la tête de l'Union européenne pour reconnaître maintenant, pas demain, maintenant, un État palestinien. Parce que tout ce qui est fait... Il envisage de le faire avant l'été. Donc non, mais c'est le moment. Je vous dis pas qu'il faut envisager. Je précise. Tout est fait pour Benjamin Netanyahou pour que la question palestinienne ne se pose plus. De la même façon que Vladimir Poutine fait tout pour que la question ukrainienne ne se pose plus. Effacée, rayée de la carte. C'est vrai que Macron, il y a un mec, il le précise, bâtard sensible. Est-ce que Macron peut le considérer comme antisémite ou pas maintenant ? Parce qu'à chaque fois que tu veux remettre en cause la stratégie israélienne, le gouvernement Netanyahou, on te traite d'antisémite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi maintenant le nouveau narratif qui va être exprimé par les médias ? Parce que justement, Dominique de Villepin, il a goûté à ça aussi. Hein. Le fait qu'il ait une position équilibrée anti-Netanyahou, pour être précis, bah tout le monde l'a sauté à la gorge, dont le RN, pour le traiter d'antisémite. Pour le traiter de collabo des islamistes, genre pote du Hamas, complice du Hamas, etc. Mais pour Macron, maintenant, il n'y aura plus de respect de la fonction présidentielle ? Qui va oser traiter Macron de antisémite maintenant ? Pascal Praud, peut-être ? Oh, j'attends de voir les mecs, j'attends. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan. Qu'est-ce qui est gay et qui attend ? Gaëtan. Attention. Eh bien, nous devons dire à Benjamin Netanyahou que cette question ne s'effacera jamais pour nous, Européens. Et en cela, la France, prenant la tête de cette reconnaissance, avec les pays qui l'ont déjà fait, comme l'Espagne, comme l'Irlande, comme d'autres, marquerait le fait que politiquement, il y a là un mur. Est-ce que c'est un pot de El Morgen dans tes mains ? Non, c'est ça. C'est du beurre de cacahuète, les gars. Bon. Wesh. Infranchissable. Et ça... Ce doit être la politique de la France. Vous savez, le simple fait, et je le redis parce que c'est important dans la période actuelle, le fait d'avoir une diplomatie française et européenne à la hauteur des enjeux, qui permet à tous les Européens de se retrouver et de se rassembler, c'est un bouclier pour l'Europe et pour la France. Le fait de ne pas être à la hauteur des enjeux, eh bien, peut nous valoir toutes sortes d'attaques opportunistes sur notre territoire. Nous sommes vulnérables, tout simplement parce que nous ne sommes pas à la hauteur de l'exigence historique de nos pays. Dominique de Villepin, dans les quelques minutes qui nous restent, il faut parler de la famille politique dont vous êtes issu. La droite, qui nous amène d'ailleurs à un détour par l'Algérie. Bruno Retailleau est parti pour rester au gouvernement après sa large victoire dimanche à l'élection à la présidence de LR. Vous en étiez pris frontalement à lui pendant cette campagne. Dans le cadre de la crise algérienne, vous disiez ce que dit Bruno Retailleau, c'est de la com, il fait son show, c'est la pire image de l'impuissance publique. Sa présence au gouvernement, qui est donc parti pour durer, c'est un abcès de fixation dans cette crise algérienne. Ça date l'Algérie en vrai, les mecs. Hein. Désolé mes frères algériens, mais on parle plus de vous en ce moment. Vous avez plus de buzz, hein. Vous avez plus trop de buzz, hein. Je suis désolé, hein. Y a plus rien là en ce moment. Mon frère Dofola, je parle jamais, mais là il faut vraiment que les musulmans se lèvent tous pour régler tout ça. Personne, je dis bien personne, à part les musulmans du monde, peut les aider, c'est tout. Après les gars, en fait, la question musulmane, on avait vu une vidéo par rapport à ça. Tous les pays musulmans ne sont pas trop... ils sont très sensibles à la question palestinienne. Pourquoi ? Parce que je crois que dans l'islam, ils n'ont pas la même doctrine entre le Hamas, l'autorité palestinienne et tous les autres pays, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, je sais pas quoi. Bref, on a vu des vidéos sur ça, les mecs. La question palestinienne, au cœur des pays arabes, elle est extrêmement sensible. Les mecs. Vous pensez qu'il y a une inaction de la part des pays arabes, mais il y a tout aussi l'inaction de la part des pays occidentaux aussi, les mecs. Hein. Eh oui, c'est ça. Hein. Vous voulez critiquer les Arabes ? Moi, il n'y a pas de problème, les gars. On peut faire une critique, on peut y émettre une critique. Mais dans ce cas-là, nous, occidentaux, on est tout aussi coupables de notre inaction. La Chine aussi, hein.
La Chine, la Russie est coupable pardon, de leur inaction. L'Inde, bon, j'ai compris que l'Inde, ils étaient pro-israéliens. J'ai vu une vidéo où ça disait Vive Netanyahou avec le grand drapeau indien en featuring avec Israël. Ouais, bon, merci, vraiment, merci les Indiens, vraiment merci. Hein. Tu confonds avec le Hezbollah. Non, c'était le Hamas, les mecs, hein, c'était le Hamas. Là, je parle du Hezbollah libanais, etc. Non. En fait, il y a une divergence entre pas mal de pays arabes et le Hamas et l'autorité palestinienne. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je vais manquer de données, les mecs. Hein. Je pourrais pas vous guider avec précision, quoi. Pourquoi les Arabes devraient aider d'autres Arabes? Bravo la vision racialiste. C'est vrai que c'est une vision racialiste de la géopolitique. Hein. Un Arabe est dans la merde, donc forcément, c'est des Arabes qui doivent les aider. Genre, je sais pas. C'est le monde entier qui doit aider la Palestine. Oui, c'est vrai que c'est une vision racialiste. Merci le chat de cette précision. Merci. Oui, vous allez me dire la Oumma. Oui, bon, les gars. Oui, la Oumma. Oui, les gars. C'est ce que je vous ai dit, les mecs. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des divergences entre les pays arabes. C'est ce que je vous ai précisé. C'est ce que je vous ai précisé, pardon. Donc de fait, c'est sous le prisme de vous devez vous lever contre l'injustice. Mais pas que les pays arabes, du coup. C'est tous les pays. Tout le monde. Même le Groenland, mon gars. Le Groenland, ils ont donné quoi? Ils ont donné 50 € à la Palestine, cousin. Eh oui, frère. La Jamaïque. Hey, Usain Bolt, il court vite, mon gars. Mais Usain Bolt, il a donné combien? La Jamaïque. Ils ont donné combien, là? Hein? Le Congo, ils ont... Non, vas-y, je vais mettre... C'est peut-être un élément parmi d'autres. La vérité aujourd'hui, c'est que nous avons deux gouvernements, du côté français et du côté algérien, qui sont face à face. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que nous avons par contre deux peuples qui restent côte à côte. Et ça, c'est un élément important qui doit peser aujourd'hui sur les gouvernements et qui doit les inciter à se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à renouer cette relation stratégique pour la stabilité du Maghreb, pour les relations entre la France, entre nos deux pays. Si vous me permettez, un mot sur ce que vous appelez mon ancienne famille politique, auquel je n'ai jamais appartenu d'ailleurs. Un mot. C'est une dérive tragique. C'est une dérive tragique. Qu'est-ce qui dérive? L'élection de Bruno Retailleau à sa tête? L'évolution de ce parti politique que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. Quand j'entends M. Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire de la différence avec ce que dit le Rassemblement national. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de république. Et d'ailleurs, sur l'état de droit, M. Retailleau s'était brillamment illustré dans sa première sortie ministérielle. Ni sacré, ni intangible, c'est ce qu'il avait dit. Je suis inquiet. Je suis inquiet de voir qu'un certain nombre de digues sont en train de disparaître. La droite, ce n'est pas votre famille politique? Vous parlez de la droite, les Républicains. Qui est issue de l'UMP, à laquelle vous avez... Oui, enfin, qui est issu, et qui a été vers M. Ciotti, vers lequel va tendre à nouveau M. Retailleau. Donc, je parle de dérive, et j'en parle, je crois, de façon très précise. Ce n'est pas aujourd'hui là que peut se trouver la solution aux problèmes de nos pays. Pourquoi? Vous faisiez, pardon, Dominique de Villepin, référence... Pourquoi ce n'est pas la solution? Tout simplement parce que moi, j'attends toujours les premiers résultats de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur. Je vois beaucoup de rodomontades, je vois beaucoup de déclarations, je vois beaucoup de 20 heures. Je ne vois pas de résultats. Et j'ai envie de dire au président des Républicains ce matin, Monsieur le ministre, au boulot pour les Français. Faites avancer la lutte contre l'insécurité. Faites en sorte que le parquet national anti-criminalité puisse avoir du côté du ministère de l'Intérieur un grand plan anti-gang qui va, à partir de ce que nous avions créé en 2002, les groupements d'intervention régionaux, véritablement mailler le territoire avec une capacité à penser la stratégie de ces grands trafics pour les réduire. Vous voyez, moi, la politique, ça ne se fait pas dans les antichambres, ça ne se fait pas avec des doubles casquettes, ça se fait à plein temps. Pas en amateur. Et là, nous sommes devant des... T'es doué, hein.
Il est doué, hein. Il prend... Là, il commence un peu à parler de politique politicienne et même de la politique française. Bon, là, on a un petit... On a une petite brèche de Dominique de Villepin. Il parle de sécurité, il parle du trafic de drogue. Ah, ça fait du rodéo chez moi, putain, venez m'aider la police. Non, je rigole. Mais mec, c'est... Ok, Dominique de Villepin, ok, il rentre dans la danse, les mecs, hein. Il est en campagne, peut-être, on sait pas. Amateur. Et vous alors, la politique, vous le voyez régulièrement hein, dans les enquêtes d'opinion, votre popularité a explosé, personnalité politique des Français. Est-ce que ça vous donne... des Français, effectivement, est-ce que ça vous donne de l'ambition? Est-ce que vous avez envie de leur rendre aux Français? Salah Braker, moi, ça me donne surtout de la responsabilité. Et cette liberté, je veux la mettre au service des Français. Parce que je crois que notre pays crève de mensonges et de non-dits. La mettre au service des Français. C'est-à-dire être là devant vous pour dire sur Gaza ce que personne d'autre ne dit dans la classe politique. Exactement. Et depuis le 7 octobre, alors que nous savons depuis le 7 octobre ce qui va se passer, le cycle de vengeance qui s'est enclenché. La question ne portait pas sur ce que vous veniez de dire, mais on parlait de 2027, mais on aura sans doute d'autres occasions. 2027, c'est dans 2 ans. Est-ce que l'on peut accepter que ce gouvernement et que ce président fassent du surplace pendant 2 ans quand on voit les défis que la France a à relever dans le monde? Merci. Chacun à son travail, chacun au boulot. Merci, Dominique. Il est doué le garçon, hein.